Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mardi 1er mars marquée tout d'abord par des nouvelles, enfin, de Florence Aubenas. Une vidéo non datée et non revendiquée montre la journaliste visiblement éprouvée et amaigrie par sa détention. Sous la contrainte de ses ravisseurs, la journaliste lance un appel à l'aide au député Julia. La France qui continue à grelotter à moins de 3 semaines du printemps. Le thermomètre a chuté à des niveaux records pour un mois de mars. Météo France prévoit pour demain une alerte orange pour le nord-ouest du pays avec de fortes chutes de pluie et de neige. Du nouveau dans l'enquête sur la mort de la comédienne Géraldine Giraud. Les policiers ont interpellé et placé en garde à vue sa tante. Ils veulent vérifier son emploi du temps au moment du meurtre. La France s'inspire des pratiques américaines pour modifier sa loi sur les faillites d'entreprises. Aujourd'hui, les députés ont examiné un projet de loi qui permet d'anticiper les dépôts de bilan. Chaque année, 45 000 sociétés font faillite. Poursuite ce soir de notre enquête sur le trafic de cannabis au Maroc. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu se rendre dans les villages qui vivent de cette économie parallèle. Et puis les nouveautés du salon de l'automobile à Genève. Cette année, la tendance est aux petits véhicules pas chers. Nous découvrirons les nouveautés élaborées en commun par Peugeot, Citroën et Toyota. Florence Aubenas, amaigrie, affaiblie, mais en vie. C'est l'image qui nous est parvenue ce matin de la journaliste de Libération. Après 7 semaines de détention, une cassette a été diffusée aujourd'hui. Une vidéo non revendiquée, non datée, mais dans laquelle la journaliste, sous la contrainte apparemment de ses ravisseurs, demande de l'aide au député Julia. Une vidéo qui pose de nombreuses questions. Caroline Gauthier, Mathias Second. Florence Aubenas prostrée, visiblement angoissée mais vivante, en tout cas au moment de l'enregistrement de cette vidéo. 50 secondes d'image réalisées sous contrainte, nous avons donc choisi de ne pas les diffuser. Au 55e jour de sa captivité et malgré la mobilisation à travers toute la France, c'est un appel désespéré que lance la journaliste. Je suis française, s'il vous plaît, aidez-moi. Depuis son enlèvement à Bagdad le 5 janvier, aucune nouvelle concrète n'avait été rendue publique. Alors aujourd'hui, à Libération, ses collègues se disent soulagés. C'est une réponse positive au moins à une question que nous nous posons. Elle est vivante ou elle est vivante à une date récente, même si nous n'avons pas la date de l'enregistrement de cette cassette. Depuis quelques jours déjà, la diplomatie française disposait d'informations. Nous avions reçu nous-mêmes, il y a plusieurs jours, une autre preuve de vie de Florence Aubenas que j'avais communiqué et fait voir à sa famille. Nous avons besoin maintenant de vérifier la chronologie, le contenu de cet appel pour bien l'utiliser. L'expertise de ces 2 enregistrements est en cours, mais cette dernière vidéo pose beaucoup de questions. Florence Aubenas évoque tout d'abord son mauvais état de santé physique et psychologique. Et puis, alors que l'image se resserre sur son visage, elle appelle à l'aide le député Didier Julia qui avait tenté de libérer Chesneau et Malbruno. Enfin, sur cette vidéo, pas d'allusion à Hussein Hanoun, son guide-interprète, enlevé au même moment que Florence. On le voit ici filmé à Bagdad en juin dernier. De lui, on est toujours sans nouvelles. Nous le disions, cette vidéo n'est pas revendiquée, ce qui semble compliquer le travail des autorités françaises. Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin s'est exprimé parlant d'une affaire complexe à gérer. On l'écoute. Depuis le début de cette affaire, nous avons beaucoup d'interférences. L'ensemble des communications qui nous sont faites ne sont pas d'ordre politique. Nous poursuivons nos investigations, mais nous sommes évidemment très préoccupés et le gouvernement est très mobilisé pour obtenir la libération de Florence Aubenas et de Hussein Hanoun. La mère de Florence Aubenas a accepté d'être avec nous en duplex dans ce journal. Jacqueline Aubenas, bonsoir. Comment avez-vous ressenti cette vidéo qui nous est parvenue aujourd'hui? Elle est évidemment bouleversante parce qu'elle est très dure et que Florence, dans un mauvais état de santé, épuisée, appelle au secours. Donc il y a à la fois la preuve de vie et la preuve d'une très grande difficulté de vie. On l'évoquait dans le sujet, une autre vidéo vous a été montrée par les autorités, c'était la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des similitudes dans ces 2 vidéos? Oui, l'attitude de Florence est la même, son épuisement est identique, mais dans la première vidéo, il n'est pas question du député Julia. C'est quelque chose qu'on a dû lui imposer après pour une raison que je ne peux pas analyser, que je ne
dont personne ne peut dire quel est son sens et sa signification. Je sais que vous êtes bien sûr tenu au courant par les autorités françaises, hein, heure par heure. Alors aujourd'hui, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Exactement les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire cette cassette est là, elle pose un problème, quand elle était tournée, pourquoi cet appel à ce député, quel est le groupe qui la détient, où est-elle et surtout, moi mon interrogation fondamentale, que peut-on faire? Qu'est-ce qu'il y a de plus utile, de plus urgent et de plus efficace? Justement, ce soir, là, dans quelques minutes, à Toulouse, où vous vous trouvez actuellement, vous allez participer à une grande soirée de soutien. La mobilisation, plus que jamais, elle est importante ce soir? Absolument, parce que Florence est toujours détenue, Florence, Hussein, Juliana et beaucoup d'autres. Et je pense que ce soir, c'est pour dire non à ce genre de choses et à ce déni de l'information. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci beaucoup. On l'a dit, c'est sans doute sous la contrainte de ses ravisseurs que la journaliste a lancé un appel à l'aide au député Julia. Le député UMP avait échoué dans une démarche parallèle pour libérer Christian Chesneau et Georges Malbruno. Le gouvernement a demandé à l'élu de ne prendre dans l'immédiat aucune initiative personnelle pour obtenir la libération de Florence Aubenas. Maryse Burgot, Mathias Second. C'est un homme discrédité qui revient aujourd'hui dans le dossier Aubenas. Didier Julia, c'est ce député désavoué par une partie de la classe politique en décembre dernier après sa tentative avortée de libération de Chesneau et Malbruno. Depuis le fiasco de cette mission parallèle, Didier Julia faisait l'objet d'une information judiciaire. C'est pourtant à ce député que Florence Aubenas demande de l'aide sous la contrainte. Je suis dans l'attente d'une convocation du juge pour être mis en examen, pour m'être porté au secours de Français en difficulté. Par conséquent, je ne vois pas comment je peux répondre à cet appel tant que le juge et le parquet n'ont pas pris la décision de nous rendre la liberté d'action. Bénéficiant de son immunité parlementaire, Julia est en fait totalement libre de ses mouvements. Le gouvernement lui demande néanmoins de ne prendre aucune initiative personnelle sur ce dossier. Il s'agit d'un parlementaire, et comme tous les parlementaires, comme tous les Français, comme tous ceux dont on peut avoir besoin, eh bien, il faut qu'il soit derrière et à la disposition des pouvoirs publics et du gouvernement. Didier Julia et ses collaborateurs Evano et Brett s'étaient installés en Syrie après leur tentative avortée. 3 hommes dont les réseaux passent donc par Damas. Leur jeu compliqué semble être néanmoins du goût des ravisseurs de Florence Aubenas. La ficelle est trop grosse. Aujourd'hui, obliger Florence à parler, alors qu'elle sait de qui il s'agit, de M. Julia, c'est faire comprendre aux négociateurs, attention, on a des moyens de faire pression, attention, on a des moyens, on connaît mieux la France que vous le pensez. Attention, ne pas nous tomber dans ce piège-là. Après son initiative avortée, Didier Julia avait fait l'objet d'une condamnation de principe du groupe UMP, mais il avait échappé à toute sanction. Avec vous, Thierry Tuillier, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions que pose cette vidéo. Alors il faut déjà dire que c'est une vidéo vraiment différente de celle qu'on avait reçue à l'époque de la détention de Chesneau et Malbruno. Effectivement, quand on compare les vidéos, rien n'indique qu'il s'agit du même groupe de ravisseurs. C'est d'ailleurs au passage la thèse officielle du gouvernement. D'abord, cette cassette a transité par un canal inhabituel. Avec les précédentes vidéos, il s'agissait d'Al Arabiya, Al Jazeera, télévision arabe. Là, cette fois-ci, il s'agit d'une agence britannique, l'agence Reuters. Enfin, aucune date, effectivement, n'est spécifiée, n'est précisée sur cet enregistrement. Il n'y a aucune identification. Il n'y a aussi aucune revendication de quelque nature que ce soit. Et enfin, et là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la famille, il n'y a pas de menace directe sur la vie de Florence Aubenas. Et l'autre fait troublant, c'est finalement l'irruption, on va dire, du député Julia. On le croyait hors jeu dans ce dossier. Oui, et c'est vrai, ce soir, il faut noter que le gouvernement se montre très prudent. Il ne ferme pas la porte à Didier Julia. Quoi qu'il en soit, eh bien voilà le parlementaire UMP de retour dans le dossier des otages. D'ailleurs, lui soutient qu'il s'agit du même groupe de ravisseurs. Il dit qu'il a des éléments d'information. Et même si, effectivement, personne ne croit réellement que Florence Aubenas a pu citer le nom de Didier Julia spontanément. Alors, pourquoi, dans quel but, quel rôle va jouer Didier Julia dans l'avenir? Ce sont des questions qui sont posées. Elles sont pour le moment
sans réponse. Pour ceux qui travaillent en tout cas sur le dossier, eh bien, tous m'ont dit leur perplexité face à cette situation, d'abord par la médiatisation, ensuite par le timing. Il faut savoir qu'il y a un contexte régional très lourd avec la crise au Liban qui a généré une tension croissante entre la France et la Syrie, et certains voient déjà la manipulation de certains services étrangers syriens, pour ne pas les nommer, dans cette affaire. Question posée, question là aussi ce soir sans réponse. Oui, beaucoup de questions. Merci beaucoup Thierry. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr la vague de froid qui continue à faire grelotter la France. La nuit dernière, des records de température négatives ont encore été enregistrés. Météo France lance pour demain une alerte orange pour le nord-ouest du pays. On attend de fortes chutes de pluie et de neige en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, la Mayenne et la Sarthe. En Seine-Maritime, les transports scolaires seront d'ailleurs interdits à cause de ces mauvaises conditions météo. Les chutes de neige, parfois intenses, pourront donc perturber la circulation. C'était déjà le cas aujourd'hui dans le secteur de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Reportage Frédéric Vion, Dominique Mas. Des congères de plus d'1 mètre de haut et un vent glacial qui balaie la campagne. Nous ne sommes pourtant pas en Sibérie, mais bien en France, à quelques kilomètres seulement de Calais. Les automobilistes qui s'étaient aventurés ce matin sur cette route départementale n'avaient pas eu une bonne idée. Le problème, c'est que du côté des axes principaux, la situation n'était guère meilleure. Plusieurs kilomètres de bouchons paralysant presque totalement l'autoroute A16 entre Calais et la Somme, et le port de Boulogne-sur-Mer, presque coupé du monde. Là, ça fait 4 heures, vous n'avez pas fait 1 mètre. Non, j'ai pas fait 1 mètre, j'ai pas bougé. Et puis là, maintenant, pour bouger, on risque de déraper, de glisser. Alors, c'est carrément la catastrophe, me dirais-je. On est mal parti pour la journée, quoi. Pour éviter que le bouchon ne s'aggrave encore, les gendarmes ont rapidement fermé plusieurs accès de l'autoroute A16, un axe qui reste ce soir interdit aux poids lourds sur toute la côte d'Opale. Actuellement, j'ai l'idée, sur Calais-Boulogne, on a une centaine de poids lourds bloqués entre le point où nous nous trouvons et Marquise, et on en a une centaine qui sont bloqués également au péage d'Erquelingue. Ce soir, tous les véhicules ont enfin pu repartir, mais pour demain, les prévisions météo sont très pessimistes. Restez donc chez vous, si vous le pouvez. Cette fin de saison glaciale surprend tout le monde, d'autant qu'elle intervient après un hiver peu rigoureux. Chacun doit s'adapter à la situation et trouver sa propre façon de lutter contre le froid. Paul de Genève, Nicolas Monnier. Face au froid, fruits et légumes ne sont pas égaux. Par moins 6 degrés comme ce matin à Paris, pas de problème. Pour les oranges et les pommes, pour le reste, ça gèle. Endives, haricots verts, tomates, tout ça, ça gèle. Donc là, vous ne les sortez pas des camions? Non, pas pour le moment. Alors on découvre avec des couvertures, enfin on a porté des couvertures. Voilà, c'est très dur. Après ski, gants, bonnets, les vendeurs sont finalement ceux qui souffrent le plus. Heureusement, les clients sont là, bien emmitouflés et pragmatiques. Donc c'est l'hiver, Coco. Hein, oh, l'année a 4 saisons, donc il fait froid. Et encore, c'est un petit froid. Il faut bien que la vermine, disons, dans les champs puisse être tuée par le froid. Eux, en revanche, sont condamnés à ne rien faire. Comme sur beaucoup de chantiers aujourd'hui, le froid a tout bloqué. Nous va arrêter le chantier parce que nous n'avons pas de l'eau et de l'eau il est tout gelé. Vous voyez. C'est complètement gelé. Si vous faites la colle, après, ça va pourrir. Ça va pas tenir. Condamné à l'inactivité également ce boulanger en Corse. Depuis hier après-midi, EDF procède à des coupures tournantes de l'alimentation à cause de cette vague de froid jamais vue depuis 1985. Il fait froid partout en France, moins 11 à Mont-de-Marsan, moins 12 à Orléans, moins 16 à Mulhouse et moins 24 à Mout, dans le Haut-Doubs. Mais ici, on a l'habitude et on ne se plaint pas. Une chemise, un petit blouson sans manche, et puis l'anorak, bon, qui laisse pas passer le frotte. Cette région porte bien son nom de Petite Sibérie, même si d'ordinaire, au mois de mars, on attend plutôt la fonte des glaces. Le ministère de la Santé a rappelé un certain nombre de recommandations et de précautions à prendre en cette période de grand froid. Les personnes âgées et les nouveau-nés sont évidemment les plus fragiles. Dans les stations de sport d'hiver, les professionnels doivent faire particulièrement attention aux enfants. Vanessa Rouet, Olivier Combe. Hier, il fait encore très froid. Et quand il fait froid, on a besoin de quoi? Des habits, on a besoin de beaucoup d'habits.
Depuis hier, avec la chute des températures, le cours de ski des 4-6 ans commence par une leçon de résistance au froid. Le matin, il faut manger plus que d'habitude. Si vous pouvez, il faut manger le repas du papa et de la maman. Et malgré tout... Est-ce que t'as froid ce matin? Oui. T'as froid? Où est-ce que t'as froid? À la bouche. Au petit matin, les pisteurs relèvent la différence de température entre le bas de la station et le haut des pistes. Et là, surprise. En bas, à 1600, on a moins 12,7 sous abri. Donc c'est la même température entre le haut et le bas de la station. Apparence trompeuse, car une fois lancé sur ses skis, le thermomètre chute à moins 20 degrés avec l'effet du vent. À 2400 mètres, la pause café offerte par les pisteurs est un vrai petit luxe. C'est vachement bien, ouais. Ça réchauffe quand même. Ça réchauffe, ouais, ouais. Autre luxe, mais cette fois nécessaire, appliquer toutes les 2 heures de la crème solaire. Indispensable. C'est indiqué partout sur les panneaux et qu'il y a des gros risques. Des risques de malaise, de gerçure, voire d'urticaire, accentués par le manque d'hydratation. Il faut savoir que pour une heure de ski, il faut boire en moyenne 1 litre d'eau. Si vous ne respectez pas ce principe, vous allez attraper des crampes, vous allez avoir mal dans les muscles des jambes et vous risquez de tomber. Attention, ici le soleil est trompeur, aucun redout ne pointe à l'horizon avant la fin de cette semaine. Le Portugal, lui aussi, connaît le froid glacial. Les températures enregistrées aujourd'hui sont les plus basses qu'ait connu le pays depuis 1941, au mois de mars. Fait exceptionnel à Lisbonne, le thermomètre a frôlé 0 degré et des arbres ont été déracinés par des rafales de vent. Ce mauvais temps devrait durer encore quelques jours. Le tueur en série Michel Fourniret est accusé d'être l'auteur de plusieurs nouveaux meurtres en Belgique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son épouse devant un juge d'instruction belge, Amaury Guibert. On la disait soumise, réservée. Aujourd'hui, Monique Olivier n'en finit plus de passer aux aveux. De nouveaux meurtres qu'elle impute à son mari Michel Fourniret. 3 jeunes filles selon des sources policières, 6 selon des sources judiciaires en Belgique. Des assassinats qui se seraient produits alors que le couple vivait ici, à Sartkustine, en Belgique. Une vie sans histoire dans cette maison avec leur fils. Certaines des victimes seraient d'ailleurs des jeunes filles au père recrutées pour s'occuper de l'enfant. Ces déclarations vont venir grossir le lourd dossier d'instruction du juge belge. Au fil des auditions, des enquêtes côté belge ou français, la liste des victimes s'allonge et donne le vertige. Du meurtre d'Isabelle Laville en 87 à celui de Manania Tumpong en 2001, Michel Fourniret pourrait maintenant avoir commis 20 meurtres. Mais quel crédit accorder aux déclarations de sa femme, beaucoup plus prolixes, mais pas forcément plus précises. Elle ne donne aucun nom, les enquêteurs n'ont trouvé aucun corps. Le tueur en série, lui, n'a reconnu jusqu'ici que 8 assassinats. Du nouveau également dans l'enquête sur le meurtre de la comédienne Géraldine Giraud, retrouvée morte avec son amie en décembre dernier dans l'Yonne. Les policiers ont interpellé et placé en garde à vue la tante de Géraldine. Certains éléments nouveaux les amènent à vouloir vérifier son emploi du temps. Jacques Cardoz, Audrey Goutard, Yann Moine. Marie-Christine Van Kempen va devoir expliquer la présence de chloroforme dans sa cave. Interpellée et placée en garde à vue ce matin, la tante de Géraldine Giraud partageait en colocation un appartement de cette maison avec Katia L'Herbier. Ces dernières semaines, les policiers y ont retrouvé de fortes traces de chloroforme, le même produit retrouvé dans les poumons des victimes. Dès lors, quelle peut être la responsabilité éventuelle de Marie-Christine Van Kempen? La question que tous nous nous posons, est-ce que les 2 jeunes filles ne sont pas mortes dans cette cave? Mais cela ne veut pas dire qu'elle aurait participé à l'assassinat. Il se peut très bien que ce soit d'autres personnes qui aient la clé de la cave ou que la cave soit restée ouverte et que d'autres personnes aient pu entrer. À ce jour, aucune trace de ce produit toxique n'a été retrouvée au domicile de Jean-Pierre Trébert, principal suspect. Or, les enquêteurs soupçonnent l'auteur ou les auteurs du double assassinat d'avoir étouffé les 2 femmes en milieu confiné. Reste une énigme, Jean-Pierre Trébert et Marie-Christine Van Kempen disent l'un et l'autre ne pas se connaître, ce qui pourrait innocenter la tante de Géraldine Giraud. Fin décembre, nous l'avions rencontrée à son domicile. Je ne pense pas qu'elle le connaissait. Hein. Elle m'en aurait parlé d'abord et d'une, mais personne ne comprend de toute façon jusqu'à présent. C'est quelque chose d'incompréhensible en fait. Ce soir, les enquêteurs parlent plutôt de vérification, notamment d'emploi du temps. Selon nos informations, Marie-Christine Van Kempen n'aurait fourni aucune explication sur la présence de chloroforme à son domicile.
Quelques mois après le fiasco judiciaire du procès d'Outreau, une autre affaire de pédophilie va être jugée dès jeudi à Angers. Un procès sans précédent. 66 personnes vont comparaître, des hommes et des femmes accusés notamment d'agressions sexuelles et de viols sur 45 enfants. Mais cette fois, on estime avoir tiré toutes les leçons de l'affaire d'Outreau. François Privat, Aladin Régrand. Dès leur arrivée au palais de justice d'Angers, les 52 candidats jurés sont pris en charge. Pour les accueillir, le vice-procureur Hervé Lolic, spécialement détaché sur ce procès dont la durée pourrait dépasser 4 mois. On va leur expliquer le fonctionnement, on va leur indiquer où se garer, on va leur dire à quelle heure commenceront les audiences. Ça va être des choses très concrètes. En tout état de cause, on va essayer de leur donner le plus de renseignements possible pour les tranquilliser parce qu'ils ont une certaine appréhension qui est tout à fait normale. Le procès d'Outreau, un traumatisme et un catalogue d'erreurs, nous dit-on à mots couverts dans les couloirs du palais de justice d'Angers. Ici, l'instruction menée par deux juges semble solide. Elle n'est pas contestée. Les faits sont reconnus par de nombreux accusés. Pour les auditions, un système vidéo permettra de visionner les récits des enfants recueillis par la police et les juges. On veut éviter de faire à nouveau témoigner les petites victimes. Les enfants vont mal et les enfants vont de plus en plus mal à l'approche de ce procès, puisqu'ils sont angoissés d'être confrontés à leurs agresseurs, angoissés à l'idée de penser que leur parole sera contestée. Angers ne sera pas un nouvel Outreau, nous répète-t-on. Pour preuve, si le procès débute jeudi, l'enquête de police, elle, continue, puisque l'on recherche toujours plusieurs agresseurs. La brigade financière de Paris a effectué aujourd'hui un certain nombre de perquisitions sur plusieurs sites du Conseil régional d'Île-de-France. Des perquisitions menées également au domicile de Jean-Paul Huchon. Ces opérations sont effectuées dans le cadre d'une enquête ouverte en novembre dernier et portant sur quelques emplois présumés fictifs. La France s'inspire des pratiques américaines pour modifier sa loi sur les faillites des entreprises. Depuis aujourd'hui, les députés examinent un projet de loi qui permet d'anticiper les dépôts de bilan. Vincent Fourcade, Bruno Vignier. Sa nouvelle entreprise a de bons résultats. Hervé Le Sel a retrouvé le sourire. Oui, donc ici nous sommes 40 personnes. Nous avons une autre filiale dans le sud de la France avec 20 personnes et une filiale en Tunisie avec 10 personnes. Ce patron revient pourtant de loin. 1993, son ancienne société de 500 salariés fait naufrage. Et quand il se tourne vers le tribunal de commerce, ce n'est plus pour sauver l'entreprise, mais pour authentifier son décès. Il n'y avait plus rien à redresser, donc il n'y avait pas assez d'actifs et il y avait trop d'endettement par rapport à l'exploitation qui ne générait plus de bénéfices. Le tribunal de commerce, bien souvent perçu comme l'antichambre de la faillite pour une société. Ainsi, 9 dépôts de bilan sur 10 débouchent sur une liquidation judiciaire. En France, 40 000 faillites chaque année, les PME sont les plus touchées. Anticiper les défaillances d'entreprises pour augmenter leurs chances de survie, c'est tout l'enjeu de la réforme Perben. Au cœur de son projet, la création d'une procédure dite de sauvegarde. Quand un patron estime qu'il y a un risque de cessation des paiements, il peut faire appel au tribunal et obtenir la suspension du remboursement des dettes. Le temps pour lui et ses créanciers de mettre au point un plan de réorganisation de l'entreprise. Pour donner de l'air à sa société, un dirigeant pourra même procéder à des licenciements économiques simplifiés, ce que refuse l'opposition. Elle redoute pour l'avenir un recours massif à des licenciements préventifs. À noter à partir d'aujourd'hui une augmentation des tarifs des consultations médicales. Pour un généraliste, il faudra débourser 25 € au lieu de 20. Les consultations des pédiatres pour les enfants de 0 à 2 ans augmentent de 2 € pour atteindre 30 €, 27 € pour les enfants de 2 à 16 ans. Augmentation également du prix des consultations des spécialistes, plus 2 €. Nouveau tarif, 27 €. Et puis pour les psychiatres et les neuropsychiatres, la consultation coûtera désormais 40 €. Ces changements de prix n'ont pas d'incidence sur le taux de remboursement de l'assuré. Comme prévu, Jacques Chirac a entamé ses consultations des principaux dirigeants politiques en vue du référendum européen. Ce matin, il a reçu Nicolas Sarkozy. Le patron de l'UMP a souhaité un peu de temps pour expliquer les enjeux de cette consultation. Et puis en fin d'après-midi, c'était au tour de François Hollande d'être reçu à l'Élysée. Et puis c'est un Premier ministre espagnol auréolé de son succès au référendum de dimanche dernier qui s'est exprimé aujourd'hui devant les députés français. M. Zapatero a prononcé un vibrant plaidoyer pour l'Europe. Il a été très applaudi à droite comme à gauche, à l'exception des communistes. Jean-Pierre Raffarin a déclaré que l'Espagne était un exemple réussi d'intégration européenne.
Au Liban, après l'euphorie d'hier, la démission du gouvernement pro-syrien ouvre une période d'incertitude dans le pays. Les différents partis devront trouver un terrain d'entente pour pouvoir désigner un nouveau Premier ministre. Reportage sur place, Samassoula, Dominique Bonnet. Liberté, souveraineté, indépendance, les slogans sont rodés, les esprits galvanisés par la victoire d'hier, la démission du gouvernement pro-syrien. Ce soir encore, les Libanais sont en rendez-vous, place des Martyrs, drapés de rouge et de blanc, les couleurs de cette révolution qu'ils entendent mener jusqu'au bout. On espère avoir la démission du reste du président et du reste des services de renseignement et le retrait des Syriens et qu'ils nous foutent la paix, qu'on nous laisse vivre Libanais unis, chrétiens et musulmans comme vous voyez. Unité contre la présence syrienne est le maître mot sur la place devenue le lieu de réconciliation des Libanais. Mais l'espoir suscité par la démission du gouvernement est à la mesure de l'appréhension quant à la suite des événements. Il reste à savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. C'est vrai que c'est une victoire, mais il faut savoir ce qui va se passer après. Toute la manifestation ici, ça montre quelque chose. En fait. Il ne peut pas y avoir un vide après, c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Une crainte du vide que partage l'opposition libanaise. Retiré dans son palais de la Mouktara dans les hauteurs de Beyrouth, Walid Jumblat est devenu la figure de proue de l'opposition. Pour lui, la suite des événements, c'est le départ du président Laoud, inféodé à ses yeux au régime syrien, et pas question de participer à un gouvernement dirigé depuis la Syrie. Disons qu'elle nous a imposé un régime stalinien, et même pas stalinien, un régime à la Ceausescu. Nous ne voulons plus de ce régime. Nous voulons la liberté. Nous ne voulons pas de haine contre les Syriens. Nous voulons des relations normales, d'amitié entre les deux peuples, libanais et syriens. Après l'euphorie de la victoire, les Libanais craignent que la mobilisation ne faiblisse. Il s'agit à présent, tant pour la rue que pour l'opposition, de définir la stratégie qui les mènera à la victoire totale, la fin de la mainmise syrienne avec le départ de ses troupes. Londres accueillait aujourd'hui une réunion sur les réformes palestiniennes. La communauté internationale a apporté son soutien aux efforts du président Mahmoud Abbas et a réaffirmé son attachement à la feuille de route. Israël a été invité à respecter ses propres engagements. Une vingtaine de ministres des Affaires étrangères participaient à cette conférence. Aux États-Unis, la Cour suprême vient d'abolir la peine de mort à l'encontre des mineurs. 70 jeunes de moins de 18 ans vont ainsi échapper à la peine capitale. Cette décision marque un changement de la société américaine. Sur place, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Christopher Simmons avoua son crime au policier en 1993. C'est lui qui avait ligoté cette femme avant de la jeter vivante dans une rivière. Il avait 17 ans à l'époque. Cela n'a pas empêché le jury d'un tribunal du Missouri de le condamner à mort. 12 ans plus tard, son cas est venu jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Ses 9 membres devaient répondre à la question: peut-on condamner à mort un mineur qui a commis un crime, aussi horrible soit-il? Après des mois de débat, la Cour a rendu sa décision aujourd'hui par 5 voix contre 4. La peine est contraire au 8e amendement de la Constitution, qui interdit tout châtiment cruel ou disproportionné. Christopher Simmons ne sera donc pas exécuté. Ni lui, ni aucun des 70 autres détenus qui sont actuellement dans le couloir de la mort aux États-Unis pour avoir commis un crime alors qu'ils étaient mineurs. 12 États américains autorisaient encore ce type d'exécution capitale. 22 ont eu lieu ces 20 dernières années, dont 13 au Texas. Les États-Unis étaient le seul pays dans le monde, avec l'Iran, à exécuter des mineurs. Pour Ron Tabak, la décision de la Cour suprême est une sacrée victoire. Cet avocat new-yorkais a participé au débat depuis plusieurs mois. D'après lui, les juges reconnaissent enfin que l'adolescent est différent de l'adulte. Ils reconnaissent aussi le poids de l'opinion internationale. Cette décision donne aussi beaucoup d'espoir à tous ceux qui voudraient qu'on limite l'application de la peine de mort, voire qu'on l'interdise tout simplement. Un signe d'espoir donc, mais les militants anti-peine de mort ont encore beaucoup de travail pour convaincre une opinion américaine très largement favorable à l'exécution des détenus adultes. Jean-Paul II va mieux, il a pu prononcer quelques mots aujourd'hui, c'est en tout cas ce que rapporte le cardinal allemand Ratzinger qui a rencontré le Saint-Père. Jean-Paul II s'est exprimé en allemand et en italien et a recommencé à s'occuper des affaires de l'Église. Ce soir, nous poursuivons notre enquête sur l'organisation du trafic de cannabis au Maroc, premier producteur mondial. C'est dans le nord du pays que se concentre la production de hashish. Et pour la première fois, une équipe de télévision a pu pénétrer dans ces villages qui, depuis 15 ans, vivent de cette économie parallèle. C'est une enquête signée Jérôme Soulard et Guillaume Fautra.
Dans les montagnes du Rif, il faut marcher 2 à 3 heures pour atteindre les villages des petits planteurs de hashish. 100 000 familles vivent ici principalement des revenus du cannabis. On plante le kiff ici, sur les collines, en bas, en haut. À la saison, la montagne en est remplie. Sur les autres montagnes aussi là-haut? Oui, partout, partout. 134 000 hectares cultivés dans le pays. Officiellement c'est interdit, officieusement toléré. La culture du cannabis, c'est 50% des revenus des planteurs, 2 000 € par an. Ici c'est une fortune. Dans chaque village traversé, on entend ces drôles de claquements réguliers. Attachés en botte, voici des pieds de cannabis. On les cogne ici pendant des heures en famille dans ces grands sacs. Cette poudre que l'on récupère, c'est la résine de cannabis. Du mois d'août jusqu'en mars, c'est l'activité principale de ces petits paysans. Vous voyez, c'est ça ma vie. Le cannabis, c'est toute ma vie. Nous nous présentons comme des trafiquants français venus acheter de grosses quantités. Nous sommes les bienvenus. Le grossiste du village nous reçoit dans sa maison pour négocier. Ce que tu veux, tu peux avoir. On peut avoir une tonne pour Oui. combien de kilos? Chaque kilo. Cette qualité, hein? Oui. Et de la première qualité, ça c'est 500 € le kilo. Il se charge du transport ou... Pas de problème pour le transport. Les trafiquants peuvent nous livrer directement à Paris, mais le prix évidemment n'est pas le même. 500 si moi je l'achète ici. Après plus le transport, s'il veut te l'envoyer jusqu'en France, c'est 1500, 2000 € le kilo. Officiellement, nous devons montrer la qualité du produit à nos associés français. Nous obtenons ainsi le droit de faire des images. Leurs visages seront masqués. Regardez, il y en a plein à la maison, des sacs de 60 kilos. Vous voulez du stock? Aucun problème. Nous négocions finalement une première livraison, 600 kilos de hashish. Nous promettons de revenir bientôt avec l'argent, puis nous partons. Direction la mer, 380 km de côte surveillée normalement par les militaires. Mais les vrais artisans du trafic de cannabis vers l'Europe, ce sont eux, des soldats de l'armée marocaine. Les passeurs organisent, les militaires ferment les yeux. Nous choisissons une plage au hasard, un poste de garde, 8 hommes à l'intérieur. En blanc, l'homme qui nous accueille, c'est le chef, un sous-officier. Nous sommes les bienvenus. Une aubaine pour ces soldats payés 200 € par mois. Notre caméra est cachée. Nous annonçons 600 kilos de hashish à passer en Espagne chaque semaine. Les deux chefs s'isolent un moment et donnent leur prix. Alors, combien vous voulez? Votre prix? Demande 8 000 €. Le sergent en uniforme dit vouloir gagner notre confiance. Il paraît que c'est un bon prix. Tu peux pas lui demander de faire un petit effort? C'est possible de faire un petit effort? Parce que 8000 c'est beaucoup quand même. Parce que, il t'a dit 108 parce qu'il y a des chefs aussi après, 2 chefs. 600 € chacun et le chef il prend une grande quantité. Bon, vous chargez la drogue avec nous sur le bateau? Oui, oui, faites-nous confiance. On va vous aider. Donc on ramène personne avec nous? Non, non, surtout pas, vous ne ramenez personne. Ce sera plus discret. Vous viendrez vers minuit, comme ça on sera plus tranquille. Je vous appellerai par téléphone. On charge ensemble sur la plage et c'est parti, il n'y a aucun problème. L'affaire est entendue. Nous promettons de rappeler les militaires dans 15 jours pour le premier passage de drogue vers l'Espagne. Au Maroc, le trafic s'est ainsi organisé depuis 15 ans. 800 000 personnes vivent ici des revenus du cannabis, planteurs, militaires, passeurs et intermédiaires. Cela rapporte environ 2 milliards d'euros aux trafiquants marocains contre 11 milliards aux dealers du vieux continent. Le pactole du cannabis reste donc chez nous. Les énormes bénéfices du kiff marocain, ce sont les quelques milliers de trafiquants européens qui se les partagent. Le tour du monde en moins de 80 heures, c'est parti pour Steve Fossett. La nuit dernière, le milliardaire américain s'est envolé à bord de son avion révolutionnaire pour tenter d'établir le record en solitaire sans escale ni ravitaillement. Des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés pour assister au décollage. Steve Fossett, 60 ans, devra atterrir avant vendredi matin pour réussir son pari.
Le départ d'un convoi de ravitaillement pour la Station spatiale internationale. Il s'agit d'un vaisseau russe avec 2,5 tonnes d'eau, de nourriture, de carburant et une cinquantaine d'escargots. Des escargots qui ne seront pas destinés à la cuisine, mais qui serviront à des expériences sur l'apesanteur. Nicolas Châteauneuf. D'habitude, la condition d'escargot n'est pas très en vie, mais ceux-ci vont faire des jaloux après avoir passé une batterie de tests, dont celui très redouté de la centrifugeuse. Ils ont obtenu des Russes un billet pour l'espace. Hier, à Baïkonour, 50 d'entre eux ont pris place à bord de la fusée de ravitaillement Progress. Destination, la Station spatiale internationale. Ce n'est pas la première fois que des animaux côtoient les hommes dans l'espace. Des têtards ont eu cet honneur, mais aussi des salamandres que tient ici entre ses mains un cosmonaute russe. L'objectif est d'étudier les effets de la pesanteur sur les organismes vivants et à plus long terme de lutter contre ce qu'on appelle chez l'homme le mal de l'espace. Presque tous les cosmonautes sont malades dans l'espace. Cela peut être dur et varie aussi selon les individus. Nausées, désorientation pendant le vol et même au retour sur Terre. Les escargots vont maintenant passer 2 mois en orbite. Pendant ce temps, les astronautes vont étudier leur ingénieux système d'équilibre interne pour faciliter les longs séjours de l'homme dans l'espace. Mais on ne sait toujours pas si à leur retour, les survivants auront droit à une grande feuille de salade. Le salon de l'automobile à Genève marque l'offensive des petites voitures pas chères. Peugeot, Citroën et Toyota se sont alliés pour développer 3 nouveaux modèles de véhicules urbains et accessibles. Ces modèles seront fabriqués dans une usine commune aux 2 groupes en République tchèque. Luc Bazizin, Jean-François Monnier. Moment historique dans le monde de l'automobile. Une poignée de main pour marquer le rapprochement entre un constructeur français et un japonais. Résultat, 3 modèles, 3 lignes proches et pourtant 3 marques différentes. Ces petites voitures compactes de ville sont signées à la fois Peugeot, Citroën et Toyota. Fabriqués dans la même usine en République tchèque, les véhicules partagent 92% de pièces communes. Ça nous a permis effectivement de faire plus vite, moins cher pour nous, puisqu'on a partagé les dépenses en 50-50 avec nos collègues de Toyota, d'allonger les séries, c'est-à-dire d'obtenir plus rapidement plus de volume et donc d'être très compétitifs. Et les constructeurs l'ont bien compris. Pour baisser le coût des achats, mieux vaut les rentabiliser sur plusieurs marques d'un même groupe. C'est ce que l'on appelle les économies d'échelle. Si on utilise un composant au lieu de 1 million de fois, 3 ou 4 millions de fois, le même composant, il revient moins cher. Et le client profite finalement. Cette Nissan Micra, par exemple, partage de nombreuses pièces avec la petite Modus Renault. 60% de la valeur est mise en commun, même si l'apparence diffère. L'enveloppe change, mais le contenu lui-même, à partir de composants identiques, arrive à un résultat différent. Aujourd'hui, tous les constructeurs ont cette même logique. Partager les frais pour gagner du temps et de l'argent. Rares sont les marques qui font exception. Résultat d'une trentaine de constructeurs il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne compte que 10 groupes automobiles dans le monde. Il n'y a plus que ce genre de véhicules exotiques à être fabriqués de façon indépendante. Après l'automobile, voici les tendances dans le vêtement. Coup d'envoi aujourd'hui des collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain. Qui décide de ce qui va marcher? Élément de réponse, Estelle Collin, Bruno Giraudon. Ils sont peu nombreux triés sur le volet. Parmi ces invités, les célèbres grands magasins américains. Avides de créativité, les poches pleines de dollars. Et la toute-puissante presse, là aussi américaine, celle qui fait et défait couturiers et créateurs. Premier indice de réussite, leur présence au défilé. Quelques silhouettes immortalisées, voilà, tout est dit. La collection leur plaît, Paris gagné. On va dépenser beaucoup. Structure, coupe, architecture du vêtement. En 8 ans, Balenciaga s'est hissé au rang des plus grands. C'est pas moi qui le dis, c'est la rockstar, Marianne Faithfull. Bref, vous l'aurez compris, ici on parle d'un prêt-à-porter prêt à être porté. Voir les vêtements portés, voir les vêtements dans les grands magasins, ça c'est une chose qui est très satisfaisante. C'est un fantastique designer. Il a un succès incroyable avec ses lignes de chaussures, de sacs à main. Il a une très grande influence sur le marché. C'est pas un suiveur, c'est un leader. Ces silhouettes nerveuses sont désormais une référence au point qu'il s'est vu décerner il y a quelques années le titre le plus convoité aux États-Unis, meilleur designer de l'année.
cinéma est sorti demain d'un film d'action à l'américaine, mais signé par un Français. Le cinéaste Jean-François Richet s'est inspiré d'un classique de John Carpenter pour réaliser Assaut sur le Central 13. Bruno Ledreff, Frédéric Basile. Eh ben, ça tire de tous les côtés, parce que derrière ces murs se trouve un parrain de la mafia que des hommes veulent récupérer. L'histoire d'Assaut sur le Central 13 est un classique du cinéma d'action. Un groupe d'hommes isolés doit faire face à des agresseurs bien plus nombreux. Voilà qui a fait les beaux jours de Fort Apache ou Rio Bravo. Cette fois-ci, la tempête de neige remplace le désert. Un beau cliché américain réalisé par un Français pas vraiment spécialiste du genre, mais qui a su faire entendre son accent à Hollywood. Avant, Jean-François Richet avait plutôt l'accent de banlieue, là où il vivait et où il a réalisé État des lieux et Ma cité va craquer, ses deux premiers films, très réussis et plutôt militants. Une vision politique du monde qu'il a conservée. C'est une Amérique qui se drogue, c'est une Amérique qui perd ses alliés, c'est une Amérique entêtée, c'est une Amérique qui sépare le monde en bien et mal. Donc oui, c'est une vision de l'Amérique, mais en même temps, si on n'a pas cette clé-là, je pense que c'est un film avec un bon spectacle. Moi, je ne vais pas passer toute la nuit à attendre d'être descendu. À l'origine, Assaut est un film de John Carpenter qui a accepté que Jean-François Richet en fasse une autre réalisation. Petit exercice de comparaison. En haut, le film de Carpenter. En bas, la version Richet, 29 ans plus tard. Démarre, putain! Il est passé! Il est passé! Il va démarrer, enfoiré! Dernier petit conseil, si Assaut ne vous plaît pas, n'allez plus jamais voir un film d'action. C'est que vous n'aimez pas ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h55 secondes. Et dernière partie du Triporteur de Belleville avec Laurent Deutsch et Roman Boringer. Minuit et demi, le dernier journal vous sera présenté par Eve Mété. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le ministre de l'Éducation, François Fillon. Et puis on se quitte sur ces images de Genève. À nouveau, on ne se lasse pas du spectacle. Le froid polaire, vous le savez, touche depuis plusieurs jours la capitale suisse. Moins 10 degrés en moyenne, les bateaux sont recouverts d'une lourde pellicule de glace, tout comme les rives du lac Léman. Excellente soirée sur France 2, à demain, 20h.